C'est toujours l'essentiel sur France 24. On va plus loin à présent avec Patricia Lémonière. Bonjour Patricia. Bonjour. Et Anne Corpet. Bonjour Anne. Dans l'actualité, Bill et Hillary Clinton prêts finalement à témoigner devant le Congrès après la diffusion de millions de nouveaux documents, dont certains concernant l'ancien président aux côtés de Jeffrey Epstein. Donald Trump, lui, pas surpris par les frappes russes sur l'Ukraine, c'est la Maison-Blanche qui le dit. Des frappes massives la nuit dernière sur Kiev, alors que Washington avait instamment demandé à Moscou de suspendre durant une semaine ses attaques sur la capitale ukrainienne. Le temps de négociations censé s'ouvrir demain à Abu Dhabi. C'est tout de suite, on va plus loin. Est-ce le premier effet de l'avalanche de documents publiés vendredi dernier par le ministère de la Justice américain au sujet de l'affaire Epstein? Bill Clinton, qui apparaît à nouveau en photo aux côtés du financier et de femmes au visage flouté, a finalement accepté de comparaître devant le Congrès américain avec son épouse Hillary. Alexandra Carini. Jusque-là, ils avaient toujours refusé de se présenter devant la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Epstein. Bill et Hillary Clinton acceptent finalement d'être auditionnés, annonce faite par le porte-parole de l'ancien président des États-Unis. L'ancien président et l'ancienne secrétaire d'État seront là. Ils ont hâte de créer un précédent qui s'applique pour tout le monde. Leur refus de se rendre aux précédentes convocations avait valu au couple d'être visé par une procédure d'entrave au Congrès et menacé de poursuites pouvant mener à des peines de 12 mois de prison. Bill et Hillary Clinton dénoncent une procédure aux pures motivations politiques. Le comité est composé d'une majorité de républicains, mais aussi de démocrates, qui doivent étudier la gestion de l'affaire Epstein par l'État. Parmi les millions de documents rendus publics par le ministère de la Justice, de nombreuses photos où Bill Clinton apparaît aux côtés de Jeffrey Epstein ou de jeunes femmes au visage dissimulé. L'ancien président a aussi voyagé à plusieurs reprises à bord de l'avion du New-Yorkais, mais a toujours démenti avoir eu connaissance de ces crimes et affirmé en 2019 ne pas lui avoir parlé depuis plus d'une décennie. Et autre figure libérale à être inquiétée, l'ex-ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, Peter Mandelson, a dû démissionner de la Chambre des Lords en raison toujours de ses liens avec Epstein. Patricia Lémonière, les révélations sont orientées, instrumentalisées par la droite radicale. Écoutez, pas complètement, parce que pourquoi les Clinton acceptent finalement se plient à cette assignation à résidence? C'est bien parce qu'il y avait des démocrates qui ont rejoint les républicains dans ce qu'on appelle le vote d'outrage. Enfin, il y avait le risque d'un vote d'outrage. Et si le vote d'outrage avait été entériné, ils risquaient la prison. Donc, ils se sont... vu qu'il y avait une majorité contre eux, eh bien, avec des démocrates, donc ils ont accepté de répondre à l'assignation et de venir coopérer avec la Chambre. Donc, même si les démocrates sont plus ciblés, ou en tout cas cette jet-set des années, j'ai envie de dire 80, qui prônait la liberté des mœurs, etc. D'ailleurs, à l'époque, Donald Trump était financé le Parti démocrate. Il ne faut pas l'oublier. Il était au milieu de cette mouvance qui, libération des mœurs, les petites jeunes, tout ça était parfaitement admis, en tout cas, et ouvertement pratiqué. Donc là, la base MAGA, Trump avait dit moi je suis clean, je vais révéler toutes les atrocités commises par ce milliardaire, parce qu'il faut rappeler que c'est un milliardaire qui invitait tout le monde. On va surtout parler de l'Angleterre et de tous les autres pays, qui ça éclabousse le monde entier. Il invitait tout le monde entier sur son île, dans sa résidence, dans ses résidences, etc., pour des parties fines, ce qu'on va dire, ou pas d'ailleurs. Mais enfin, voilà. Donc là, la base MAGA, très choquée et voyant une façon effectivement de taper sur les démocrates, a intimé l'ordre en quelque sorte, et Donald Trump s'était engagé à révéler effectivement ces dossiers. Là, il a été forcé, parce qu'il s'est rétracté, donc il était forcé de les révéler. Et là, sa nouvelle stratégie, parce que quand même il est impliqué, on le voit apparaître dans plus de 4000 dossiers, ou mails, etc. Son nom apparaît plus de 4000 fois. Il submerge
la population avec des milliers de dossiers, ce qui fait que tout le monde y perd son latin parce qu'il faut tout contrôler, vérifier. Certains dossiers, ce n'est qu'un mail, d'autres, c'est une photo. Donc, on retrouve la stratégie trumpienne de submersion pour éviter les problèmes. C'est cela, Anne Corpet, trop d'informations finalement tue l'information. Et Donald Trump, qui effectivement a fait campagne, entre autres, sur la publication de ces documents avant de se rétracter une fois au pouvoir, a peut-être trouvé là la parade pour noyer le poisson. Oui, c'est l'impression que ça donne. Mais il y a quand même... chacun, en fait, il pioche ce qu'il veut. Je ne sais pas si vous avez été sur le moteur de recherche, mais on tape un nom et boum, il y a plusieurs pages de documents qui se mettent à défiler, certains complètement anodins, d'autres auxquels on ne comprend rien parce qu'ils sont caviardés. En tout cas... ce que montrent ces millions de documents, c'est l'influence considérable de son réseau considérable de Jeffrey Epstein sur l'ensemble du monde. Et ça conforte une conviction très profondément ancrée au cœur de l'électorat de l'extrême droite, à savoir qu'il existe une élite qui fait en gros ce qu'elle veut, qui n'est pas soumise aux mêmes règles que la population et qui échappe au système de sanctions. Oui. Et ça, effectivement, c'est plutôt inquiétant. Après, ça permet aussi ce flot énorme de documents d'alimenter n'importe quelle théorie du complot. Et on le voit déjà, parce que, par exemple, il y a eu... une mention anodine de la présence de la cinéaste qui est la mère de Mamdani, le maire de New York. Donc sa mère qui a assisté à une fête dans la résidence de luxe de Epstein à New York. Il est juste fait mention de sa présence. Aussitôt, ça a été saisi, y compris avec l'intrusion de l'IA, pour dire, voilà, le maire de New York fricotait avec Epstein, ce qui est absolument pas dans les documents. Donc, le flot alimente un peu n'importe quoi, ce qu'on veut, en fait. En livrant pêle-mêle cette masse de documents à la connaissance du public, Patricia Lémonière, le ministère américain de la Justice, est-ce qui ne permet pas tout de même aux groupes les mieux organisés sur les réseaux sociaux de manipuler le narratif ? Oui, enfin, ça fait deux choses. Je reviens à ma première idée, c'est d'éloigner la menace de Trump, effectivement, et de laisser, avec tous ces documents, eh bien, tous les réseaux sociaux, de tous bords d'ailleurs, d'utiliser, mais enfin essentiellement appartenant à la sphère MAGA. C'est que les extrêmes, en tout cas, sont très bien organisés sur les réseaux. D'utiliser ces documents pour se saisir de n'importe quelle annonce et après les détourner dans le sens où ils le veulent. Mais effectivement, vous aviez raison, ça montre l'étendue des connaissances de cet homme qui touche le monde entier. Oui. On voit la Suède, l'Angleterre, il n'y a pas la France, on va y revenir, il n'y a pas un pays qui échappe. Alors, certaines fois, c'est des erreurs, parce que comme vous le dites, vous pouvez avoir votre nom simplement parce que quelqu'un vous a contacté pour, même si vous vouliez faire une interview de ce monsieur, enfin, un truc complètement anodin. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, il y a toutes les gamines qui ont été abusées, violées pendant... Enfin, je veux dire, ces enfants, ces petites filles de 14-15 ans appartenaient toutes à un milieu modeste. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la base MAGA a réagi aussi fort. Parce que c'est un peu, pas leurs enfants, mais c'est un peu les gamines qui voyaient chez les voisins qui n'avaient pas d'argent. Et ces gamines, avec des familles disloquées, ont répondu aux avances de des recruteurs ou de la recruteuse pour les envoyer sur sa fameuse île. Et parfois, elles restaient mais très longtemps sur l'île parce qu'elles ne savaient même pas où aller, abusées et violées. Et il y a eu ce fameux livre de celle qui s'appelait Virginia et qui, après la publication, s'est suicidée. Oui, oui. Mais vu en photo avec Andrew. Donc, voilà, et on a une photo avec Andrew. L'ancien prince. A tendance si vous voulez, à se délecter un peu des noms des personnalités comme Andrew, comme Mendelssohn, comme Jack Lang, etc., jetés en pâture sans preuve pour certains, et à oublier
le sort des victimes qui sont très nombreuses et qui ne s'en sont jamais remises. Alors ces victimes, justement, plusieurs ont vu leur visage ou leur nom divulgués sur des clichés ou des rapports de police, alors que les noms de certains hommes puissants, eux, sont caviardés. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi, y compris dans les documents même qui sont mis à la connaissance du public, une forme d'inéquité qui reflète aussi l'inégalité dans laquelle vivait ce monde? Je trouve que ça montre d'abord que le département de la justice n'a pas fait correctement son travail. C'est le New York Times qui a prévenu le département de la justice qu'il y avait 43 noms de victimes et les photos, d'un certain nombre d'entre elles qui étaient jetées en pâture au public. Bon, donc ça montre, alors même que les délais qui étaient imposés par la loi n'ont pas été respectés et que la totalité... un mois. Oui, c'était le 19 décembre, je crois. Et par ailleurs, qu'il reste encore des millions de documents, apparemment, qui sont toujours entre les mains du département de la justice. En fait, tout ça entretient un flou incroyable. Et au-delà... de ce drame absolu qui est le viol d'enfants, comme le disait Patricia, il y a aussi beaucoup de choses sur des prêts d'argent, des échanges d'argent, des échanges de services, alors qui ne sont pas nécessairement contraires à la loi. Hein. Jack Lang a le droit de demander à Jeffrey Epstein d'emprunter son avion pour aller à 100 km de Paris. Ou à Marrakech. Il y avait aussi une société offshore montée pour acheter ensemble un bien à Marrakech. Mais ce que ça montre, c'est ce système qu'il a installé. Il ne faut pas oublier que c'était un génie des mathématiques, un financier hors pair et quelqu'un de très cultivé. Et quelqu'un de très cultivé, amateur d'art, etc. Et qu'il a vraiment tissé sa toile dans tous les milieux avec toujours une volonté de piéger les gens avec qui il entrait en relation. Avoir des leviers. En conservant tous les emails. En filmant tous les ébats auxquels pouvaient se livrer ses invités dans son île, avec des caméras cachées. C'est vraiment une personnalité extrêmement perverse et on n'a pas fini de mesurer l'étendue des dégâts qu'il a commis. Des dégâts qu'il a commis et des dégâts que cette affaire a aussi commis sur les consciences. Parce que est-ce que cette transparence absolue qui est réclamée par le public va permettre de satisfaire la soif de vérité du public, ou au contraire nourrir davantage encore la suspicion envers les élites, Patricia Lemonnier? On est dans un monde complotiste. Et donc, ce qui sort là ne peut qu'alimenter les complots dans un sens ou dans un autre. Je veux dire, malheureusement, on n'est pas... Si vous voulez, on serait dans un monde apaisé où le complot n'existe pas. Ces dossiers ne seraient jamais sortis comme ça. D'accord ? Ils n'auraient jamais été repris sur les réseaux par l'IA, trafiqués, etc. Ils auraient été étudiés calmement par la justice et ce qui devait sortir sortirait et les autres auraient été confiés au Parlement avec droit de regard, études dans des salles particulières par la presse, par tout ce que vous voulez. Les gens auraient pu venir consulter. Mais là, c'est jeté sur le site et débrouillez-vous avec ce que je vous donne. Donc, ça ne peut alimenter que les complots. On a, dans d'autres temps, effectivement, on pouvait sortir les dossiers et les laisser en consultation libre, mais pas comme ça, allez-y avec... Il y a de tout. Il y a de tout. C'est même pas des dossiers du FBI. Parfois, c'est juste un mail. Parfois, c'est rien. On comprend mieux pourquoi certaines archives, alors tout le monde pense évidemment à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, mais au-delà, pourquoi certaines archives restent confidentielles pendant un certain temps avant de tomber dans le domaine public. Notamment pour éviter que des contemporains ne soient injustement mis en accusation. Sans doute, parce qu'effectivement, l'effet de cette masse énorme de documents, c'est que, en fait, maintenant, dans l'esprit de l'opinion publique, et en particulier dans cet électorat MAGA qui a une obsession pour la pédophilie depuis l'élection 2016 et rappelez-vous les histoires de réseaux pédophiles, le Pizzagate, sous les souterrains à partir d'une pizzeria. Enfin bref, ces accusations portées contre Hillary Clinton. Donc il y a déjà un sujet. Auquel croyait Marjorie Taylor Greene. Auquel croyait Marjorie Taylor Greene, qui d'ailleurs, c'est intéressant, aujourd'hui dit Donald Trump va frapper l'Iran pour faire oublier
le dossier Epstein. Joe Rogan, qui est un podcasteur hyper connu, dont on dit d'ailleurs qu'il a fait l'élection de Donald Trump en l'invitant à son podcast, dit aussi que les rafles sur l'immigration sont une manœuvre dilatoire de Donald Trump pour échapper au dossier Epstein. Et cette masse énorme de documents, dans l'opinion publique, aujourd'hui, il y a une nécessaire culpabilité par association. C'est-à-dire que dès que le nom de quelqu'un apparaît dans le dossier, il est nécessairement coupable. Alors qu'une photo n'est pas culpabilité. Alors qu'on a le droit de tromper sa femme, on a le droit d'emprunter un avion, même s'il appartient à un salopard, excusez-moi le terme. Mais sur le plan judiciaire, c'est les relations sexuelles avec des mineurs. Ça ne vaut pas pédocriminalité. Voilà, qui sont répréhensibles. Et le problème, et les détournements d'argent et autres. Mais... Tout le monde y a accès. C'est-à-dire des gens non avertis peuvent consulter ces documents. Donc c'est ça qui est aussi dramatique. C'est donner sans filtre, en pâture, pour submerger les gens et créer une forme de chaos psychologique, j'ai envie de dire. On croyait l'heure enfin arrivée pour une accalmie à Kiev. Donald Trump l'avait réclamé à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky l'annonçait même hier, le président ukrainien, d'un optimisme inhabituel à l'heure d'aborder une nouvelle session de pourparlers avec les Russes à Abu Dhabi demain et jeudi. C'était compté sans l'acharnement de Vladimir Poutine à rendre la vie impossible aux habitants de la capitale ukrainienne. Emmanuel Chaz, nouvelle nuit de bombardement hier. On craint que cela se poursuive malgré les pourparlers. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu sans surprise, malheureusement, pour les Ukrainiens qui ne s'attendaient pas à grand-chose, puisque les bombardements, ils ont continué de façon indiscriminée, même lors de cette trêve très courte qui avait été déclarée qui avait été acceptée plutôt par le président russe Vladimir Poutine sur la demande de Donald Trump. Il avait arrêté de bombarder Kiev pendant environ 3 jours. Le reste du pays n'a pas été épargné. Ce soir, il y a encore près de 1000 bâtiments immeubles résidentiels dans la capitale ukrainienne qui sont toujours privés de chauffage. Le même nombre ici à Kharkiv où je me trouve également sans chauffage. Et alors que les températures sont extrêmement basses, on est autour des moins 20, moins 25 degrés. Donc la situation est critique pour des dizaines de milliers de personnes. Ici à Kharkiv, le maire Igor Telerov a annoncé que les 100 points d'invincibilité, ces îlots d'énergie qui se trouvent un peu partout dans la ville, des bâtiments publics chauffés avec accès à l'électricité pour recharger notamment les appareils électroniques, pour travailler, pour parfois dormir aussi si la situation est intenable à la maison, sont ouverts. Le service ferroviaire a également dépêché un train de 6 wagons chauffés qui restera en gare de Kharkiv et qui peut accueillir jusqu'à 300 personnes. Pareil, pour qu'ils viennent se réchauffer, pour qu'ils viennent avoir une boisson chaude, un repas chaud. Donc vous voyez, la situation humanitaire, elle est critique. Les stations de métro servent également de refuge. C'est à peu près la même chose dans la capitale ukrainienne. Et le président Volodymyr Zelensky, tout comme le ministre des Affaires étrangères Andriy Sybiha, ont dénoncé ces nouvelles frappes alors que finalement elles ne se sont pas arrêtées aujourd'hui. Ici, à Kharkiv, des drones ont survolé la ville. Ils se sont écrasés, pour certains, dans des quartiers de cette deuxième plus grande ville d'Ukraine. Et puis, à Zaporizhia, d'autres frappes ont visé le centre-ville. Plusieurs personnes ont été blessées. Il y a eu 2 morts. Il s'agissait de jeunes personnes, 18 ans, un garçon et une fille. Puis Marc Rutte était à Kiev, lui, aujourd'hui, Emmanuel. Tout à fait, le secrétaire général de l'OTAN qui est venu apporter son soutien aux Ukrainiens, dit-il. Il a également assuré l'Ukraine du soutien de l'OTAN, notamment en ce qui concerne les missiles de défense aérienne. Il dit d'ailleurs que depuis l'été dernier, plus de 90% de ces missiles sont livrés via l'initiative Pearl qui permet aux alliés de l'Ukraine d'acheter aux États-Unis les missiles de défense nécessaires. Il a également assuré que l'Europe allait trouver les fonds pour aider
davantage l'Ukraine, car il s'agit véritablement d'aide dont l'Ukraine a besoin présentement. Ces derniers jours, on a vu l'arrivée notamment de générateurs de la part de pays alliés. Je pense à la Pologne qui a livré pour la ville de Varsovie 90 générateurs pour la capitale, pour Kiev. 130 autres générateurs avaient été envoyés par des volontaires, des bénévoles polonais. Enfin, la France a aussi promis aujourd'hui plus d'une centaine, 150 si mes souvenirs sont exacts, 150 générateurs à livrer à l'Ukraine également, tant la situation au niveau humanitaire est grave pour des millions d'Ukrainiens à l'heure actuelle. Merci Emmanuel Chaz, en direct de Kiev pour France 24. Patricia Lémonière, Donald Trump peut continuer de regarder ailleurs et faire comme si Vladimir Poutine cherchait de bonne foi l'apaisement. Enfin, les négociations, des discussions commencent en tout cas. Toute la question est toujours pareille, c'est la question territoriale. Et encore, pour les garanties de sécurité données par les Américains, il faudrait voir de plus près. Parce que même si Vladimir Zelensky dit qu'effectivement les Américains sont d'accord, c'est pas encore voté par les chambres. Donc, le président Donald Trump est embêté par ce refus des Russes de ne pas accepter sa proposition. Parce que quelle était la proposition américaine revisitée par les Russes? C'était effectivement de démilitariser la zone du Donbass encore sous contrôle ukrainien. Et on a bien vu, il y a un sondage qui vient de paraître là et qui dit que les Ukrainiens sont absolument opposés, toujours en majorité, à rendre des territoires. Et ils sont toujours en majorité prêts à continuer la guerre. C'est ça qui est quand même important. Mais ce que les Ukrainiens ont dit OK, d'accord, mais si on fait pareil du côté occupé par les Russes. C'est-à-dire si la zone, mettons, de 20 km de large, mais il y a aussi 20 km de large côté occupé par les Russes. Et là, pour les Russes, c'est absolument inacceptable. Alors les Russes avaient trouvé une parade, très astucieusement. Ils avaient dit, ah ben d'accord, peut-être, mais on déploiera notre gendarmerie, ou vous voyez. Enfin, quand on sait ce que c'est que la gendarmerie russe, c'est une armée. Depuis comment il s'appelait la tentative de renversement fait par Prigojine. Et depuis, il a complètement transformé cette unité et en a fait une véritable force armée. Donc tout ça ne veut rien dire. Et je ne vois pas aujourd'hui, en tout cas, les Ukrainiens céder sur la question territoriale. Ça poserait un problème à Vladimir Zelensky en interne, face à son armée et face à son peuple aussi. Quel est, d'après vous, l'enjeu? C'est pour parler d'Abu Dhabi. Et ont-ils encore un sens, d'ailleurs, à l'heure qu'il est À mon avis, l'enjeu, c'est de ne pas apparaître devant Donald Trump comme celui qui fait obstacle à la paix. Et c'est pour ça qu'on voit Volodymyr Zelensky se montrer optimiste, dire... c'est bon pour les garanties de sécurité, on est prêt à faire des concessions, mais la Russie doit en faire aussi. Et d'ailleurs, il a dit cet après-midi que, vu ce qui se passait actuellement à Kiev et dans le reste de l'Ukraine, vu les bombardements effroyables qui ont lieu la nuit dernière, il espérait bien que les Américains allaient faire pression sur les Russes pour qu'ils donnent un petit peu qu'ils relâchent un peu leur position, parce que les signaux envoyés par le Kremlin sont toujours extrêmement clairs. Ils ne sont prêts à faire aucune concession. Il y a eu une interview hier donnée à Reuters par Medvedev, qui est le président du Conseil de sécurité russe. Il a dit « Nos objectifs sont les mêmes ». Ils sont inchangés, donc contrôle total, souveraineté sur l'intégralité des 3 régions, plus de la Crimée, et même des parties toujours contrôlées par l'Ukraine. Pas du tout d'accord sur les garanties de sécurité. Il explique que, de toute façon, Vladimir Poutine a toujours dit que n'importe quel soldat d'un pays membre de l'OTAN déployé en Ukraine était une cible légitime pour les Russes. Donc, ça met par terre tout le plan élaboré avec les Européens et les Américains. Et il dit, c'est très très important pour nous d'obtenir le démantèlement du gouvernement ukrainien. Donc ça veut dire que non seulement ils tiennent bon sur leurs revendications territoriales, comme le disait Patricia, mais ils veulent aussi installer un pouvoir fantoche à Kiev. Bon, donc ils vont quand même aux négociations parce que Vladimir Poutine veut faire semblant
de dire oui, on est prêt à négocier. Et d'ailleurs, Donald Trump continue de dire je crois que Vladimir Poutine veut un accord. Et hier, il a présenté, dernière chose, pardon, il a dit ah oui, alors Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine, ils ont des très mauvaises relations. Comme si, finalement, les deux dirigeants étaient sur le même plan. Et ça suffit à contenter le président russe. On va sortir de l'ambiguïté, tout de même, en fin de semaine. On y verra peut-être un peu plus clair ou toujours pas, Patricia Non, je pense que Vladimir Poutine cultive l'ambiguïté, justement. Il veut faire plaisir à Donald Trump pour ne pas le fâcher et puis pour mieux continuer son offensive. Il peut peut-être lâcher sur 1 ou 2 points, mais il ne lâchera pas sur la question territoriale et il ne lâchera pas par rapport à l'OTAN. Il veut, ce qu'il cherche, c'est à démanteler quand même l'Europe. Et donc l'OTAN, c'est vraiment ça la base de sa politique. Donc il n'y a aucune raison qu'il lâche, même si on voit bien que sur un plan économique, la Russie est confrontée avec d'énormes difficultés, beaucoup plus que ce qu'on le croit. Les sanctions commencent à marcher, alors avec retard, au bout de 4 ans, mais enfin néanmoins l'argent du pétrole ne rentre plus, l'inflation reste élevée, les taxes, la TVA va augmenter. Enfin tout ça fait que le peuple est de plus en plus finalement soumis à une forte pression. Ceci dit, dans un régime autoritaire, les dirigeants se moquent du peuple, ils ont les moyens de faire en sorte qu'ils ne se plaignent pas. Mais un jour ou l'autre, peut-être qu'au bout d'avoir quand même plus d'1 million, 1,2 million de victimes mortes et blessées, des deux côtés. Côté russe, peut-être un jour... 600 000 côté ukrainien. 1,2 million côté russe, morts et blessés. Peut-être un jour, la charge sera trop lourde pour le silence actuel. Surtout si l'État russe commence à avoir des difficultés à payer les très bons salaires qu'il offre à ses recrues. Et pour terminer, une chose, depuis le 1er janvier, ce qui est quand même un signe, la conscription peut s'appliquer de force sur les malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques russes. C'est dire quand même que malgré l'immense réservoir humain dont dispose la Russie, il commence à avoir des difficultés à trouver des candidats pour aller au front. Merci beaucoup, Patricia Lemonnier, Anne Corpin. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel reprend dans un instant. Et on suivra évidemment ce qu'il se passe actuellement du côté de l'Iran. Restez avec nous.